Nul homme ne retrouvera jamais mon tombeau. C'est, selon la légende, ce qu'aurait un jour déclaré Cléopâtre. Il ne s'agissait pas réellement d'une question de sexe. Elle ne souhaitait simplement pas qu'une âme vivante vienne troubler son repos. Et je pense qu'elle signifiait par là qu'aucun être humain ne parviendrait jamais à localiser sa tombe. Pourtant, contre toute attente, c'est bien une femme qui s'est approchée plus que quiconque de cet objectif tant convoité. Faites la connaissance de Kathleen Martinez-Berry, une avocate pénaliste dominicaine devenue archéologue. Sa fascination pour Cléopâtre fut telle qu'elle décida de tout quitter pour partir en Égypte, sans le moindre appui officiel ni même l'aval des autorités. Son seul moteur, une détermination inébranlable à retrouver la dernière demeure de la reine. On pourrait dire que Kathleen a toujours eu une longueur d'avance. Élève précoce, elle sauta plusieurs classes, maîtrisa le piano, les échecs, la natation et les arts martiaux, et grandit dans un environnement où les plus brillants esprits venaient débattre sous son toit. Diplômée en droit à 19 ans, elle nourrissait depuis longtemps une passion pour l'archéologie, bien qu'elle n'ait jamais mis les pieds en Égypte, ni participé à une seule fouille. Son obsession pour Cléopâtre remontait à un échange animé avec son père en 1990. Ce jour-là, elle pénétra dans la bibliothèque familiale en quête d'un exemplaire d'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare. Son père, Fausto Martinez, professeur et expert en droit, qualifia alors la reine d'Égypte de simple séductrice. Kathleen ne pouvait s'y résoudre. Elle riposta avec ferveur, soutenant que l'histoire avait profondément dénaturé l'image de Cléopâtre. Selon elle, les Romains s'étaient appliqués à détruire sa réputation, et pendant des siècles, on s'était contenté d'adhérer à leurs récits. La discussion s'éternisa des heures durant, jusqu'à ce que son père concède qu'il avait peut-être jugé la souveraine trop hâtivement. Cette conversation marqua un tournant décisif. Dès lors, Kathleen se plongea dans l'étude des textes antiques, accordant une attention particulière aux récits de Plutarque sur Cléopâtre et Marc-Antoine. Plus elle approfondissait ses recherches, plus elle se persuadait que la reine d'Égypte n'était pas qu'une souveraine éprise d'un tyran au destin tragique, mais une stratège de génie, engagée dans une lutte politique visant pour préserver l'indépendance de son royaume. Et plus elle lisait, plus une question s'imposait à elle. Et si l'on avait toujours cherché le tombeau de Cléopâtre au mauvais endroit, cette idée ne la quitta plus. Alors qu'elle veillait sur son deuxième enfant, elle obtint une maîtrise en archéologie, une capacité à jongler avec les responsabilités qui témoignent de sa détermination. Cette quête raviva l'obsession qui allait désormais guider sa vie, percer le mystère du tombeau de Cléopâtre. Si la majorité des spécialistes estiment que la reine repose sous l'Alexandrie moderne, en compagnie de 13 autres souverains ptolémaïques, Martinez défend une hypothèse radicalement différente. Elle est convaincue que Cléopâtre a été inhumée à Taposiris Magna, un temple ancien dédié à Osiris, dieu de l'au-delà. Mais pour confirmer cette intuition, il lui fallait encore mettre la main sur un cartouche remontant à sa fondation. Ces plaques, de la taille d'un smartphone, étaient enfouies sous les structures sacrées et comportaient souvent des inscriptions relatant la date et la raison de la construction du temple. Si elle parvenait à découvrir une plaque attestant que l'édifice était voué à Isis, divinité tutélaire de Cléopâtre, elle disposerait enfin d'une preuve tangible qu'elle fouillait au bon endroit. Rien ne pouvait la détourner de son objectif. Martinez et son équipe fouillèrent l'ensemble du site, creusant plus profondément que quiconque avant eux. Ils découvrirent des pièces de monnaie frappées à l'effigie et au nom de Cléopâtre, qui établissaient un lien direct entre la souveraine et ce lieu. Puis, ils mirent au jour un élément encore plus fascinant. Un tunnel souterrain qui acheminait autrefois l'eau depuis le temple jusqu'à la Méditerranée. Si une partie de l'édifice s'était effondrée dans les flots, la tombe de Cléopâtre pouvait-il s'y trouver lui aussi? Pour poursuivre ses recherches sous-marines, Martinez devait convaincre les autorités égyptiennes de lui accorder leur soutien. Contre toute attente, elle parvint à exhumer le cartouche de fondation tant convoité. Il révélait qu'un pharaon avait dédié une vaste région de Nubie à la déesse Isis. C'était la confirmation tant attendue. L'inscription prouvait que le temple était bien consacré à Isis, confirmant que la théorie de Martinez n'était pas sans fondement. Si un temple se dressait encore sur la terre ferme, elle en déduisait qu'un second, peut-être même le tombeau de Cléopâtre, s'était effondré dans la mer. Pour étayer cette hypothèse, elle avait besoin d'experts en archéologie sous-marine. Elle contacta donc Robert Ballard, célèbre pour avoir découvert l'épave du Titanic. Avec l'aval de l'Égypte, son équipe se mit à sonder les eaux au large d'Alexandrie. Ce qu'ils mirent au jour dépassait leurs espérances. Sous l'eau, ils découvrirent d'imposantes structures de pierre, dont certaines atteignaient 2 à 3 mètres de haut, à l'endroit même où la côte se trouvait des millénaires auparavant. Parmi elles,
figuraient aussi des blocs de basalte, le même matériau que celui des statues du premier temple. Une conclusion s'imposait. Ces pierres n'étaient pas de simples débris. Il s'agissait des vestiges d'une cité engloutie, ensevelie sous les flots depuis des siècles. Désormais, il ne reste plus qu'à attendre pour savoir si Martinez et son équipe parviendront à percer l'un des plus grands mystères de l'Antiquité, laissé par l'exceptionnel Cléopâtre. Revenons un peu en arrière. À la mort de son père, Ptolémée le XIIe, le trône égyptien revint officiellement à la fois à Ptolémée XIIIe et à Cléopâtre, du moins en apparence. Alors âgé de 18 ans, Cléopâtre aurait épousé son frère de 10 ans, une pratique courante parmi les dynasties de l'époque. Bien qu'aucune preuve formelle ne permette de l'affirmer avec certitude. Mais l'union ne dura pas. Très vite, le jeune Ptolémée décida qu'il voulait régner seul et chercha à évincer Cléopâtre. Contrainte de fuir l'Égypte, elle ne se contenta pas d'attendre son heure dans l'ombre. Déterminée à reprendre ce qui lui revenait de droit, elle leva une armée. À seulement 21 ans, elle se trouvait déjà dans le désert du Sinaï, à la tête de ses troupes, élaborant son retour triomphal au pouvoir. À cette époque, Cléopâtre entretenait déjà une alliance aussi stratégique que personnelle avec Jules César. En juin 47 avant Jésus-Christ, elle donna naissance à un fils, Ptolémée César, plus connu sous le nom de Césarion, que beaucoup considèrent comme l'enfant de César. Mais cela ne l'empêcha nullement de respecter les traditions royales égyptiennes. C'est ainsi qu'apparut dans sa vie un second époux, son autre frère, Ptolémée XIVe. Oui, malgré sa liaison avec César, Cléopâtre contracta une nouvelle union au sein de sa propre famille, car dans son univers, préserver le pouvoir dynastique était une priorité absolue. Toutefois, son mariage ne changea rien à la solidité de son lien avec César. Cléopâtre se rendit même à Rome aux côtés de Ptolémée XIVe pour une visite d'État. Mais au lieu de loger au palais officiel, elle s'installa dans la villa privée de César, sur les rives du Tibre. Cependant, en 44 avant Jésus-Christ, aux ides de Mars, l'assassinat de César bouleversa l'équilibre politique et mit en péril la position de Cléopâtre. Comme si cela ne suffisait pas, peu de temps après, Ptolémée XIVe trouva la mort. Certains soupçonnent même que Cléopâtre ait orchestré sa disparition, la laissant seule maîtresse de l'Égypte. Pendant ce temps, à Rome, Marc-Antoine consolidait son ascension, se rêvant l'héritier politique de César. Curieux d'évaluer la souveraine d'Égypte, il la convoqua. Cléopâtre ne manqua pas l'occasion de marquer les esprits. Elle fit son entrée sur une somptueuse barge, paraît-elle une déesse. Dès qu'il la vit, Antoine en fut immédiatement épris, à tel point qu'il abandonna son épouse restée à Rome pour suivre Cléopâtre à Alexandrie, où leur relation prit la forme d'une idylle à part entière. Ensemble, ils eurent 3 enfants, et s'engagèrent dans un conflit majeur contre Octave, fils adoptif de César, dans une lutte acharnée pour le contrôle de l'Empire romain. La dernière apparition de Cléopâtre eut lieu dans son mausolée, paré de tout le faste royal. Un diadème ornant son front, étendu sur ce que Plutarque décrivit comme un lit d'or. Après leur défaite à Actium, les troupes d'Octave marchèrent sur Alexandrie. Consciente que la fin approchait, la reine se retrancha dans son mausolée, entourée d'or, d'argent, de perles et d'œuvres d'art. Plutôt que de voir ses trésors tomber aux mains des Romains, elle menaça de les réduire en cendres. Antoine, refusant de son côté de tomber vivant entre les mains des Romains, se frappa de son propre glaive. Toutefois, avant d'expirer, il fut transporté auprès de Cléopâtre. Elle le serra contre elle tandis qu'il rendait son dernier souffle. Un peu plus d'une semaine plus tard, Cléopâtre prit sa décision. Plutôt que de souffrir l'humiliation d'être paradée comme prisonnière d'Octave, elle mit fin à ses jours. Selon la légende, elle succomba à la morsure d'un aspic, bien que les sources historiques restent floues sur ce point. Elle n'avait alors que 39 ans. Une existence qui, somme toute, fut assez bien remplie.